Chers confrères, chers compatriotes camerounais, chers compatriotes africains, j'aimerais partager avec vous un certain regard critique mais constructif sur la riposte africaine contre cette pandémie du Covid-19 qui frappe également l'Afrique depuis déjà quelques semaines avec des données qui semblent être assez rassurante quant à l'importance de cette pandémie en Afrique. Alors, mon propos va s'articuler sur certains points, le décompte des cas positifs et les moyens diagnostiques que nous avons. Ensuite, nous parlerons de la prise en charge par les traitements et les protocoles en cours, la prise en charge hospitalière en réanimation avec la problématique des respirateurs ou alors l'absence de respirateurs en Afrique. Et nous ferons aussi l'état des lieux de la recherche médicale centrée sur le Covid-19 en Afrique. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nos chercheurs font? Comment est-ce que nous sommes représentés dans cette compétition mondiale, ces Jeux olympiques de la course vers le médicament ou les médicaments miracles et les vaccins? Nous parlerons aussi un peu de ça. On nous dit qu'il y a très peu de cas en Afrique par rapport à l'Occident. Les chiffres officiels nous l'indiquent, et ce qui est une bonne chose, heureusement. Mais nous savons que nous ne faisons pas le décompte exact de tous les cas. Ce n'est pas qu'en Afrique, en Occident aussi. Il y a certainement des perdus de vue, il y a des gens qui décèdent chez eux à la maison sans qu'on ait eu à faire un diagnostic, et que parmi ces décès qu'on décompte aujourd'hui en Occident, il y en a certainement qui sont dus au Covid-19. Mais pour avoir un chiffre approximatif, on ne peut jamais avoir un chiffre exact, mais pour avoir un chiffre approximatif donc des cas positifs, il faut faire les tests. Et là aussi, l'Afrique est en retard parce qu'on a très peu de réactifs, très peu de tests qui sont pratiqués en Afrique, en Occident aussi, mais davantage chez nous. Donc, l'écart type entre la vraie prévalence, c'est-à-dire que le nombre de cas dans une population, ou l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par jour, par semaine, par mois ou par an dans une population donnée, l'écart type donc entre ces taux réels et les taux annoncés, il est plus grand en Afrique qu'en Occident, parce qu'il y a plus de tests qui sont réalisés en Occident. Donc, il faut pondérer cette prévalence faible de la pandémie en Afrique, le taux de contamination, c'est peut-être réel, mais je suis persuadé que les chiffres sont beaucoup plus importants que nous le pensons.
Et si on tient compte de ce que notre riposte n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, elle est moindre qu'en Occident, finalement, de manière relative, le problème est quand même sérieux chez nous. Parce que nous comptons quand même des morts. Et il y a beaucoup de morts qui ne sont pas identifiés, répertoriés, même si on est au courant de ce que c'est probablement le Covid, parce qu'on a à peu près sa présentation clinique, ça ne rentre pas dans les chiffres, et donc finalement on a des chiffres qui sont loin de la réalité. Il y a des facteurs qui jouent en faveur, c'est la jeunesse de la population africaine, puisqu'on sait que ce virus est plus impactant, il est plus grave, il a une incidence morbide et mortelle plus importante dans les populations âgées de plus de 65 ans et que la population africaine est essentiellement jeune. Donc ça, effectivement, c'est un facteur, entre guillemets, protecteur. Mais ça ne veut pas dire que ça épargne tout le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, à travers le monde, on a quand même un certain nombre de décès chez les sujets jeunes. Et une fois qu'on est atteint, qu'on est malade, qu'on va être hospitalisé, il faut encore qu'on soit pris en charge adéquatement dans des hôpitaux qui ne sont pas suffisamment outillés pour la prise en charge de ces malades. On n'a pas assez de médecins formés, on n'a pas assez de respirateurs, assez de services de réanimation, de lits de réanimation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas avoir la prise en charge indiquée. Et ce qui va donc aggraver les cas compliqués, ce qui va être un facteur péjoratif dans l'évolution des malades et avec une certaine surmortalité relative. C'est-à-dire que les gens qui ne devraient pas mourir, mais qui vont mourir simplement parce qu'il n'y a pas l'arsenal thérapeutique, il n'y a pas les conditions hospitalières pour pouvoir les prendre en charge. Ce qui doit nous amener à beaucoup plus de prudence et de modestie aussi lorsque nous parlons de cette pandémie comme l'affaire des autres et pas notre affaire. Beaucoup de pays africains et des pays notamment de l'Afrique francophone ont adopté le protocole du professeur Raoult de Marseille, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Et ces pays africains l'ont adopté en dépit de ce que ce protocole n'a pas fait ses preuves jusque-là. On n'a pas des données scientifiques robustes qui démontrent l'efficacité réelle de ce médicament. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la communauté scientifique est assez réservée. Le comité scientifique français qui a autorisé son utilisation, mais de manière très encadrée, dans une population qui est plutôt une population hospitalière, avec un stade avancé, décision qui effectivement n'est pas très logique, dans ce sens qu'il n'y a aucune preuve scientifique que c'est dans cette population que le traitement serait efficace. Puisque le professeur Raoult, auteur donc de ce protocole, nous dit qu'il faut plutôt le donner aux patients en stade initial de la maladie. Quel que soit le degré de la maladie pour lequel on va décider de donner ce traitement, on n'a pas de preuves scientifiques, les études sont en cours, les études du professeur Raoult n'ont rien prouvé, n'ont pas prouvé une efficacité statistiquement significative. Il n'a pas fait des études comme les règles de l'art l'exigent, c'est-à-dire il n'y a pas de groupe contrôle. Et donc, on ne peut pas juger de l'efficacité d'un traitement qui n'a pas été designé pour nous dire si il est plus efficace que ne pas donner ce traitement. Ne pas donner le traitement ne veut pas dire qu'il faut
laisser les gens mourir, puisqu'on les traite déjà, on les soigne déjà, et la plupart des gens guérissent, heureusement, parce que c'est une maladie qui est, dont la dangerosité euh, intervient dans son mode de transmission, son degré de contamination qui est très important. Mais de manière individuelle, le virus n'est pas aussi dangereux que ça dans une population qui aurait pu être étudiée par le professeur Raoult selon les règles de l'art, c'est-à-dire les sujets jeunes, les sujets de moins de 60 ans, et sa population moyenne est, sa population a un âge moyen de 44 ans. Et donc, dans des études qui ont déjà été publiées, donc la cohorte italienne, nous démontre que lorsqu'on a entre 40 et 49 ans, ce qui est la moyenne d'âge des patients de professeur Raoult, on a un taux de mortalité qui est de 0,4%. 0,4%. Il n'y a pas beaucoup de maladies sérieuses, graves, qui revendiqueraient finalement un taux de mortalité aussi faible. Et donc, avec un taux de mortalité de 0,4%, on peut tranquillement faire une étude randomisée où on compare traitement testé versus un placebo. Et le placebo veut dire que le malade ne prend pas le traitement testé, mais il prend toutes les autres moyens thérapeutiques qui sont en cours et qui sont donnés aux malades aujourd'hui, c'est-à-dire un antipyrétique, le doliprane, s'il y a la fièvre, de l'oxygène s'il y a des difficultés à respirer, une observation en milieu hospitalier, une intubation pour aider le poumon à respirer par un respirateur artificiel si jamais la situation se complique, avec tous les autres médicaments, dont des antibiotiques, si effectivement au niveau du scanner et puis les prélèvements sanguins, on se rend compte qu'il y a une surinfection bactérienne, on donnera des antibiotiques, et les malades, grâce donc à cette respiration artificielle, vont finir par retrouver un fonctionnement des poumons correct qui permettrait qu'on les extube et qu'ils sortent de réanimation, puis après de la post-réanimation. Et la plupart des gens guérissent. Il y en a qui décèdent effectivement, mais la plupart des gens guérissent. Parce que quand on compare les patients que le Raoult soigne et leur taux de mortalité qui est de 0,5%, c'est exactement le même taux de mortalité que dans toutes les cohortes internationales, donc la cohorte italienne dont je vous ai parlé. 0,4%. Donc c'est ne pas rendre service à la science que d'engager une telle polémique avec des déclarations péremptoires de ce qu'un traitement marche alors qu'il n'a absolument pas fait sa preuve. C'est la raison que je suis assez étonné de l'attitude des pays africains, de nos scientifiques, de nos comités scientifiques qui conseillent nos hommes politiques, qui ont décidé d'adopter un protocole qu'un scientifique français a décidé de promouvoir avec très peu de bases scientifiques. L'Afrique est passée à côté d'une occasion idoine pour démontrer au monde entier que nous pouvons aussi faire des études, nous pouvons aussi aider le monde à répondre à une question cruciale, importante. Est-ce que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine font mieux que le placebo? Le professeur
Moussa Seydi du Sénégal, le patron de l'infectiologie au Sénégal, a décidé d'en adopter ce protocole, malgré plusieurs réserves que lui-même il fait, malgré ces réserves-là, et des réserves qui, pour un scientifique, ne devraient pas autoriser à donner un traitement. Il a décidé de donner le traitement à des malades qui sont relativement jeunes, parce que la population africaine, elle est jeune, nous le savons tous. Les malades qui sont soignés dans ces hôpitaux universitaires du Sénégal, ils sont jeunes. Donc, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la tranche d'âge des malades qui ont 0,4% de probabilité de décès. Il y avait 0,4% de chance de décéder. On peut rentrer dans un protocole d'études randomisé, comparatif, donc 2 groupes en double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne sait pas ce qu'il prend, le médecin ne sait pas ce qu'il donne. Et les malades sont randomisés, donc sont alloués dans un groupe ou dans un autre de manière aléatoire, ce qui permet d'éviter les biais de sélection. Le Sénégal aurait pu le faire. Avec les 100 malades dont parle le professeur Seydi lors de son intervention à France 24, avec ces 100 malades à qui il a donné ce traitement en disant ils sont guéris, ils vont bien, il aurait pu les diviser en 2 groupes. Ou il aurait pu les diviser en 2 groupes. Un groupe de 50 patients qui prend le traitement, un groupe de 50 patients qui ne prend pas le traitement. Et après le follow-up, donc le suivi de quelques jours à quelques semaines, il nous aurait dit si les courbes divergent ou pas. Est-ce qu'il y aura eu plus de morts dans le groupe qui ne prend pas le traitement que dans le groupe qui prend le traitement? On l'aurait su. Et ça, c'est éthique. C'est comme ça que les études se font. C'est ainsi qu'on finit par valider un médicament qui rentre donc dans le marché, donc qui obtient l'autorisation de mise sur le marché. Mais il ne l'a pas fait, malgré les biais, comme lui-même il le mentionne. Il a donné à tout le monde et il dit que tout le monde va bien. Quand nous avons commencé à mettre nos patients sous hydroxychloroquine, nous avons constaté que le charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus dans leur organisme, baissait plus rapidement et que ces patients guérissaient aussi plus vite. Ça, c'est un constat qui a été fait par tous les membres de mon équipe. Et après avoir traité 100 patients avec de l'hydroxychloroquine, nous n'avons eu aucun événement indésirable majeur. Mais il faut remarquer que ce traitement, c'était en milieu hospitalier avec toutes les garanties nécessaires. Je peux donner comme exemple la réalisation d'un électrocardiogramme avant de débuter le traitement et au cours du suivi. Sauf que, en Italie, en France, partout dans le monde, ces malades-là, beaucoup vont bien après sans avoir pris ce traitement. Alors, comment est-ce qu'on saura si ce traitement est efficace? C'est impossible. Donc, nous restons dans une situation de zone grise où on ne sait pas. Mais au moins, on sait une chose, c'est que ce traitement a des complications. Et il y a des problèmes cardiovasculaires, avec un risque de mortalité qui n'est pas négligeable, avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, surtout associée à l'azithromycine. Il y a beaucoup de complications. Et donc, lorsque le professeur Seydi du Sénégal nous dit que sur les 100 malades, il n'y a eu aucune complication, scientifiquement, ce n'est pas un argument qui tient la route. Parce que un traitement que vous conseillez à donner à des millions de personnes dans le monde, vous ne pouvez pas vous targuer de ce que sur 100 malades, vos malades à vous 100, il n'y a pas eu de complications, donc c'est un traitement qui est sans complications. Non. Et là, vous parlez des malades qui sont relativement jeunes, moyenne d'âge peut-être 40 ans, donc qui n'ont pas un terrain favorable à l'émergence de complications cardiovasculaires, par exemple. Mais puisqu'on le donnera à tout le monde,
donc même aux personnes de 60, 65 ans, 70 ans, qui ont déjà un problème cardiaque, qui une insuffisance cardiaque, qui du diabète, qui l'hypertension artérielle, qui une séquelle d'infarctus, vous allez donner un médicament qui allonge l'espace QT à l'électrocardiogramme, qui va emballer le cœur et va entraîner une arythmie cardiaque qu'on appelle une torsade de pointe, responsable d'un arrêt cardiaque et d'un décès. Si on regarde ce qui se passe au Cameroun, le comité scientifique camerounais, où il y a quand même de brillants scientifiques, parce que le professeur Sobgui, c'est quand même une grosse pointure en termes de science, avec des publications, pas dans n'importe quelle revue scientifique, le Lancet, le New England, c'est pas tout le monde qui publie. Bon, alors, mais le comité scientifique camerounais est allé même plus loin. Non seulement ils ont adopté un protocole qui peut-être dans quelques jours on nous dira que ça sert à rien, parce qu'il y a les études qui sont en cours. Il y a l'étude Discovery, l'étude européenne, qui a plusieurs bras, parmi lesquels il y a un bras chloroquine. Il y a l'étude du CHU d'Angers, et il y a une étude du CHU de Montpellier qui va commencer, qui va avoir exactement respecter le protocole de Raoul et va étudier. Donc dans quelques semaines, on saura si ce protocole il marche ou pas. Alors si on nous dit que effectivement ça ne sert à rien, parce que ça c'est la science qui parle, vous savez, la science a ceci de vrai que lorsque des études sont bien menées, en respectant tous les critères de bonne conduite d'un essai, et que le résultat vous dit, écoutez, c'est pas significatif, alors là, je peux vous assurer que c'est comme un conseil constitutionnel qui donne une décision en dernier recours. Vous ne pouvez plus rien. Et donc là, même les Africains vont devoir ranger leur chloroquine ou hydroxychloroquine dans les cartons. Et que fera le Cameroun en ce moment? Puisque le Cameroun a officiellement annoncé la fabrication de l'hydroxychloroquine. On a tout ce qu'il faut pour faire de la chloroquine. Ce qui manque actuellement dans le monde entier et que tout le monde va rechercher, c'est les intrants qui sont en Chine et en Inde. En commandant des intrants en Chine ou en Inde, ou je ne sais pas trop où, et ça c'est à coût de millions, si ce n'est de milliards. Et ils vont produire. Et si on nous dit que ce protocole-là ne marche pas, qu'est-ce qu'ils feront? On aura perdu de l'argent. Donc on est dans l'anticipation, on est plus dans la consommation de ce qui vient ailleurs, alors qu'on aurait pu, nous aussi, être maîtres de notre destin scientifique en menant des études, en encourageant les chercheurs qui nous disent qu'ils ont des choses, que ce soit les plantes traditionnelles ou alors les molécules, on va dire, conventionnelles, mais avec des protocoles africains. Ce d'autant plus qu'on se rend compte que cette pathologie, elle est quand même assez... Elle a une présentation clinique très diversifiée, une panoplie de signes qui ne sont peut-être pas les mêmes dans toutes les populations, parce que les Chinois n'avaient pas décrit, comme on le fait aujourd'hui avec les populations européennes, n'avaient pas décrit certains signes telles que la baisse de l'odorat ou du goût, les complications thromboemboliques ou cutanées. Ce n'était pas trop décrit avec les Chinois. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que ce virus attaque tous les systèmes. Alors, peut-être que même le traitement va aussi dépendre de certaines variations ethniques. Je n'en sais rien, je ne me lance pas dessus, c'est simplement une idée comme ça qui me vient en tête. Il faut savoir, donc faire des études, des protocoles en Afrique avec les malades africains, c'est quand même mieux que transposer en Afrique les résultats
des Occidentaux avec les traitements qui auront peut-être fait leur preuve en Occident. Il faut ça. Et on a l'occasion de le faire, on ne l'a pas fait, on consomme juste ce qui vient d'ailleurs, parce que ce qui vient d'ailleurs, c'est toujours mieux, malheureusement. On oublie que nous avons des chercheurs africains tels que le professeur Agon, je pense que c'est le professeur Agon du Bénin, qui nous parle de la pivirine. Pourquoi est-ce qu'on ne teste pas ça? Pourquoi est-ce que le Sénégal n'a pas introduit ça dans son arsenal thérapeutique, mais en tant qu'essai clinique? Pourquoi le Cameroun ne l'a pas fait? Pourquoi le Gabon, la Côte d'Ivoire, pourquoi ces pays-là n'ont pas eu la curiosité scientifique de tester aussi les propositions des Africains? L'université de Lubumbashi nous parle aussi d'un protocole qui aurait fait ses preuves avec l'hydroxychloroquine associée à l'interféron. Mais personne n'a la curiosité de les solliciter pour mettre en place des protocoles africains. Et ça, c'est un problème. L'Afrique a un problème, celui de ne pas suffisamment rentrer dans l'histoire de la science.